Écoutez bien, car ce que je vais vous raconter dépasse l'entendement. Imaginez que la personne la plus proche de vous, celle que vous avez portée et élevée avec tout votre amour, tente de vous voler non seulement vos économies de toute une vie, mais aussi votre maison, vos souvenirs, tout ce qui fait de vous qui vous êtes. C'est ce qui m'est arrivé à moi, Geneviève Lefebvre. Ma propre fille Chloé a essayé de me dépouiller, de me laisser sans rien, pensant que ma vieillesse me rendrait faible et malléable. Mais elle a commis une erreur monumentale, une erreur qui a réveillé en moi une force et une détermination que je ne savais pas posséder. Ce n'est pas une histoire triste, c'est une histoire de survie, de ruse et de justice, celle d'une mère qui a dû se battre contre son propre sang. Préparez-vous, car ce récit va vous secouer et vous faire réfléchir. C'est une histoire vraie, la mienne, et je suis là pour vous la livrer sans phare. Le jour où tout a basculé, je m'en souviens comme si était hier. J était assise dans le bureau feutré du Crédit Régional de l'Ouest, à Angers, face à ma fille Chloé. Elle était là, souriante en apparence, mais avec un regard froid que je ne lui connaissais pas. Elle avait arrangé ce rendez-vous sous prétexte de mettre de l'ordre dans mes affaires, mais je sentais que quelque chose n'allait pas. La vérité, c'est qu'elle tentait de me forcer, moi, Geneviève Lefebvre, 72 ans, à lui céder toutes mes économies, ces 400 000 € patiemment mis de côté, ainsi que ma chère maison familiale, estimée à 450 000 €. Elle parlait avec une assurance glaçante, comme si était la chose la plus normale du monde, utilisant des mots complexes pour noyer le poisson, persuadée que ma prétendue fragilité me ferait signer sans broncher. Mais sous ma façade de confusion, mon esprit était clair, trop clair. Heureusement, ce jour-là, le destin a mis sur ma route un jeune homme, Antoine Moreau, un employé de banque au regard bienveillant. Tandis que Chloé S. évertuait à expliquer les papiers, je me suis penchée, comme si je cherchais quelque chose dans mon sac, et j'ai discrètement glissé une petite note pliée entre les documents qu'Antoine tenait. Sur ce bout de papier, j'avais écrit quelques mots simples, décrivant ma détresse et le fait que J était contrainte, qu'elle m'y obligeait. Son regard a croisé le mien, un éclair de compréhension a traversé ses yeux. Il a lu la note discrètement, puis, avec une habileté admirable, il a trouvé une excuse pour interrompre la transaction, prétextant une vérification interne. Il a ensuite alerté les autorités, discrètement, pour abus de faiblesse et tentative d'escroquerie. Le plan immédiat de Chloé était déjoué, mais le mal était fait. À ce moment précis, dans ce bureau froid et impersonnel, j'ai senti mon monde s'effondrer. La trahison de ma propre fille, celle que j'avais tant aimée et en qui j'avais placé toute ma confiance, était une blessure bien plus profonde que n'importe quelle perte d'argent. Était une humiliation publique, une violation intime de ce que je croyais être notre lien. Je suis restée là, sidérée, observant Chloé, son visage se tordant de fureur quand elle a compris que son coup était manqué. Le silence était assourdissant, rempli de mes larmes invisibles et de sa rage. Alors je vous le demande, vous qui lisez ces mots, écoutez mon histoire jusqu'au bout, et dites-moi à ma place, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous baissé les bras, ou auriez-vous trouvé la force de vous relever? Avant ce jour fatidique, ma vie, celle de Geneviève Lefebvre, était celle d'une femme ordinaire, mais menée avec une discrétion et une diligence que beaucoup auraient qualifiées de rares. J'ai grandi dans un quartier modeste d'Angers, apprenant très tôt la valeur de l'honnêteté, du travail acharné, et de la loyauté familiale. Ces principes ont guidé chacune de mes décisions. Dans ma jeunesse, J était une comptable qualifiée, un métier qui m'a appris la rigueur, l'attention aux détails et une compréhension astucieuse des chiffres. Je ne le montrais pas souvent, car je préférais une vie tranquille, loin des projecteurs. Mais cet esprit méticuleux, cette capacité à tout analyser, était bien là, dormant en moi, attendant peut-être le moment de se révéler. Ma plus grande fierté, n'était pas l'argent, mais d'avoir bâti une vie sûre et confortable pour moi et mon défunt mari. Chaque euro économisé, chaque investissement prudent, représentait des années de sacrifice et d'amour. Et bien sûr, il y avait Chloé, ma fille unique. Je l'avais élevée avec un amour inconditionnel, une confiance aveugle. Je rêvais de lui transmettre un jour cet héritage, non pas seulement financier, mais aussi celui d'une vie bien vécue, remplie de souvenirs et de valeurs. Ma maison, remplie de rires passés et de photos de famille, était pas juste un bien immobilier. Était le cœur de notre famille, le symbole de tout ce que j'avais construit. Cette confiance profonde et cette attente d'une relation aimante et solidaire avec Chloé étaient les fondations même de mon existence, et elles venaient d'être brutalement déchirées. Même si l'intervention d'Antoine avait empêché Chloé de me ruiner financièrement sur le champ, la trahison, elle, m'a laissé en miettes. Les retombées émotionnelles furent un véritable cataclysme.
Comment faire confiance à nouveau, quand celle que vous avez mise au monde vous poignarde dans le dos? La destruction de ma confiance en mon unique enfant était une douleur lancinante, constante. À cela s'ajoutait la honte profonde d'avoir été manipulée, même si j'avais réagi, et un sentiment écrasant d'isolement. Comment pouvais-je expliquer cela à mes amis, à mes voisins? Était une blessure invisible, mais qui saignait à flots dans mon cœur. Cette journée a marqué le début d'une transformation, une rupture avec la Geneviève que j'avais toujours été. Chloé, furieuse d'avoir été contrecarrée, n'a pas tardé à lancer sa propre attaque. Elle a immédiatement commencé une campagne de diffamation, me dépeignant auprès de nos amis de la famille et des voisins, comme une vieille femme sénile, excentrique, une sorte de folle paranoïaque. Elle prétendait que je perdais la tête, que je devenais invivable. Son objectif était clair, m'isoler davantage, me discréditer aux yeux de tous, pour que personne ne croie ma version des faits si jamais j'osais parler. Je me suis retrouvée à la dérive, aux prises avec une colère accablante, et un désir ardent de justice. Non seulement pour moi-même pour ce qu'elle m'avait fait, mais pour le principe même de ce qui était juste. La réalisation humiliante que ma fille me considérait comme un simple obstacle à sa richesse, plutôt que comme sa mère, a alimenté une détermination froide et résolue en moi. Mais ce que Chloé ignorait, ce qu'elle n'aurait jamais pu imaginer, c'est que ma plus grande force n'était pas ma richesse apparente, mais mon esprit vif et analytique. Des années de comptabilité méticuleuse, de gestion rigoureuse, et une vie d'observation perspicace avaient aiguisé mon intellect. À l'insu de tous, et surtout de Chloé, j'avais toujours tenu des registres impeccables. Pas seulement de mes propres finances, mais aussi, subtilement, des difficultés financières passées de Chloé, de ses transactions douteuses, et de ses tendances manipulatrices. Ce dossier d'information, combiné à ma connaissance intime de ses faiblesses et de ses ambitions, allait devenir mon avantage stratégique le plus précieux. Et puis, il y avait Antoine Moreau, l'employé de banque. Ému par mon sort, ce jeune homme intègre allait devenir un allié crucial et inattendu, une source de conseils et de connexions que je n'aurais jamais pu trouver seule. Aujourd'hui, vous allez découvrir comment j'ai transformé la trahison de ma propre fille en une victoire inattendue. Écoutez bien, car ce que je vais vous raconter dépasse l'entendement. Imaginez que la personne la plus proche de vous, celle que vous avez portée et élevée avec tout votre amour, tente de vous voler non seulement vos économies de toute une vie, mais aussi votre maison, vos souvenirs, tout ce qui fait de vous qui vous êtes. C'est ce qui m'est arrivé, à moi, Geneviève Lefebvre. Ma propre fille, Chloé, a essayé de me dépouiller, de me laisser sans rien, pensant que ma vieillesse me rendrait faible et malléable. Mais elle a commis une erreur monumentale, une erreur qui a réveillé en moi une force et une détermination que je ne savais pas posséder. Ce n'est pas une histoire triste, c'est une histoire de survie, de ruse et de justice, celle d'une mère qui a dû se battre contre son propre sang. Préparez-vous, car ce récit va vous secouer et vous faire réfléchir. C'est une histoire vraie, la mienne, et je suis là pour vous la livrer sans phare. Le jour où tout a basculé, je m'en souviens comme si était hier. J'étais assise dans le bureau feutré du Crédit Régional de l'Ouest, à Angers, face à ma fille Chloé. Elle était là, souriante en apparence, mais avec un regard froid que je ne lui connaissais pas. Elle avait arrangé ce rendez-vous sous prétexte de mettre de l'ordre dans mes affaires, mais je sentais que quelque chose n'allait pas. La vérité, c'est qu'elle tentait de me forcer, moi, Geneviève Lefebvre, 72 ans, à lui céder toutes mes économies, ces 400 000 € patiemment mis de côté, ainsi que ma chère maison familiale, estimée à 450 000 €. Elle parlait avec une assurance glaçante, comme si était la chose la plus normale du monde, utilisant des mots complexes pour noyer le poisson, persuadée que ma prétendue fragilité me ferait signer sans broncher. Mais sous ma façade de confusion, mon esprit était clair, trop clair. Heureusement, ce jour-là, le destin a mis sur ma route un jeune homme, Antoine Moreau, un employé de banque au regard bienveillant. Tandis que Chloé évertuait à expliquer les papiers, je me suis penchée, comme si je cherchais quelque chose dans mon sac, et j'ai discrètement glissé une petite note pliée entre les documents qu'Antoine tenait. Sur ce bout de papier, j'avais écrit quelques mots simples, décrivant ma détresse et le fait que j'aurais été contrainte, qu'elle m'y obligeait. Son regard a croisé le mien, un éclair de compréhension a traversé ses yeux. Il a lu la note discrètement, puis, avec une habileté admirable, il a trouvé une excuse pour interrompre la transaction, prétextant une vérification interne. Il a ensuite alerté les autorités, discrètement, pour abus de faiblesse et tentative d'escroquerie. Le plan immédiat de Chloé était déjoué, mais le mal était fait. À ce moment précis, dans ce bureau froid et impersonnel, j'ai senti mon monde s'effondrer. La trahison de ma propre fille, celle que j'avais tant aimée, et en qui j'avais placé toute ma confiance, était une blessure bien plus profonde que n'importe quelle perte d'argent. Était une humiliation publique,
une violation intime, de ce que je croyais être notre lien. Je suis restée là, sidérée, observant Chloé, son visage se tordant de fureur quand elle a compris que son coup était manqué. Le silence était assourdissant, rempli de mes larmes invisibles, et de sa rage. Alors je vous le demande, vous qui lisez ces mots, écoutez mon histoire jusqu'au bout, et dites-moi à ma place, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous baissé les bras? Ou auriez-vous trouvé la force de vous relever? Avant ce jour fatidique, ma vie, celle de Geneviève Lefebvre, était celle d'une femme ordinaire, mais menée avec une discrétion et une diligence que beaucoup auraient qualifiée de rare. J'ai grandi dans un quartier modeste d'Angers, apprenant très tôt la valeur de l'honnêteté, du travail acharné, et de la loyauté familiale. Ces principes ont guidé chacune de mes décisions. Dans ma jeunesse, Jess était une comptable qualifiée, un métier qui m'a appris la rigueur, l'attention aux détails, et une compréhension astucieuse des chiffres. Je ne le montrais pas souvent, car je préférais une vie tranquille, loin des projecteurs. Mais cet esprit méticuleux, cette capacité à tout analyser, était bien là, dormant en moi, attendant peut-être le moment de se révéler. Ma plus grande fierté n'était pas l'argent, mais d'avoir bâti une vie sûre et confortable pour moi et mon défunt mari. Chaque euro économisé, chaque investissement prudent, représentait des années de sacrifice et d'amour. Et bien sûr il y avait Chloé. Ma fille unique. Je l'avais élevée avec un amour inconditionnel, une confiance aveugle. Je rêvais de lui transmettre un jour cet héritage, non pas seulement financier, mais aussi celui d'une vie bien vécue, remplie de souvenirs et de valeurs. Ma maison remplie de rires passés et de photos de famille, était pas juste un bien immobilier. Était le cœur de notre famille, le symbole de tout ce que j'avais construit. Cette confiance profonde et cette attente d'une relation aimante et solidaire avec Chloé étaient les fondations même de mon existence, et elles venaient d'être brutalement déchirées. Même si l'intervention d'Antoine avait empêché Chloé de me ruiner financièrement sur le champ, la trahison, elle, m'a laissé en miettes. Les retombées émotionnelles furent un véritable cataclysme. Comment faire confiance à nouveau quand celle que vous avez mise au monde vous poignarde dans le dos? La destruction de ma confiance en mon unique enfant était une douleur lancinante, constante. À cela s'ajoutait la honte profonde d'avoir été manipulée, même si j'avais réagi, et un sentiment écrasant d'isolement. Comment pouvais-je expliquer cela à mes amis, à mes voisins? Était une blessure invisible, mais qui saignait à flots dans mon cœur. Cette journée a marqué le début d'une transformation, une rupture avec la Geneviève que j'avais toujours été. Chloé, furieuse d'avoir été contrecarrée, n'a pas tardé à lancer sa propre attaque. Elle a immédiatement commencé une campagne de diffamation, me dépeignant auprès de nos amis de la famille et des voisins comme une vieille femme sénile, excentrique, une sorte de folle paranoïaque. Elle prétendait que je perdais la tête, que je devenais invivable. Son objectif était clair, m'isoler davantage, me discréditer aux yeux de tous, pour que personne ne croie ma version des faits si jamais j'osais parler. Je me suis retrouvée à la dérive, aux prises avec une colère accablante, et un désir ardent de justice. Non seulement pour moi-même pour ce qu'elle m'avait fait, mais pour le principe même de ce qui était juste. La réalisation humiliante que ma fille me considérait comme un simple obstacle à sa richesse, plutôt que comme sa mère, a alimenté une détermination froide et résolue en moi. Mais ce que Chloé ignorait, ce qu'elle n'aurait jamais pu imaginer, c'est que ma plus grande force, n'était pas ma richesse apparente, mais mon esprit vif et analytique. Des années de comptabilité méticuleuse, de gestion rigoureuse, et une vie d'observation perspicace, avaient aiguisé mon intellect. À l'insu de tous, et surtout de Chloé, j'avais toujours tenu des registres impeccables. Pas seulement de mes propres finances, mais aussi, subtilement, des difficultés financières passées de Chloé, de ses transactions douteuses, et de ses tendances manipulatrices. Ce dossier d'information, combiné à ma connaissance intime de ses faiblesses et de ses ambitions, allait devenir mon avantage stratégique le plus précieux. Et puis il y avait Antoine Moreau, l'employé de banque. Ému par mon sort, ce jeune homme intègre allait devenir un allié crucial et inattendu, une source de conseils et de connexions que je n'aurais jamais pu trouver seul. Écoutez cette histoire jusqu'au bout et dites-moi. Qu'auriez-vous fait à ma place? Jamais je n'aurais imaginé un jour me retrouver dans cette situation. Moi, Geneviève Lefebvre, assise dans un bureau de banque, face à ma propre fille, Chloé, alors qu'elle tentait de me dépouiller de tout ce que je possédais. Était au Crédit Régional de l'Ouest, à Angers. L'atmosphère était feutrée, presque trompeuse, mais sous ce vernis de normalité, une trahison glaciale se jouait, orchestrée par la personne même que j'avais portée et élevée avec tant d'amour. Ce jour-là, Chloé avait arrangé ce rendez-vous sous prétexte de mettre de l'ordre dans mes affaires, mais son sourire était un masque, son regard, d'une froideur que je ne lui connaissais pas. Elle parlait avec une assurance glaçante, des termes compliqués,
comme si elle s'adressait à une enfant. Son objectif ? Me forcer, moi, Geneviève, 72 ans, à lui céder mes 400 000 € d'économie, fruit de toute une vie de travail, et ma maison familiale, estimée à 450 000 €. Elle pensait que ma vieillesse me rendrait faible, incapable de comprendre la gravité de ses manigances, une proie facile à manipuler. Sous ma façade de confusion, celle qu'elle s'attendait à voir, mon esprit était en ébullition, clair comme de l'eau de roche. La douleur de cette trahison, venant de ma propre chair, était une brûlure profonde, bien au-delà de la valeur de l'argent. Était une humiliation, une violation de tout ce que j'avais bâti, de tout ce que je croyais être notre lien. Ce moment précis, dans ce bureau froid, a tout fait basculer. J'ai ressenti non pas de la faiblesse, mais une colère sourde, une détermination nouvelle. Ce jour-là, j'ai compris que le chemin du retour n'existait plus, et qu'il me faudrait me battre. Je suis Geneviève Lefebvre, et ma vie n'a rien eu d'extraordinaire en apparence, mais elle a été bâtie sur des fondations solides, celles que mes parents m'ont léguées. J'ai grandi dans un petit quartier d'Angers, où la vie n'était pas toujours facile, mais où l'on apprenait très vite la valeur des choses. Mes parents, des gens simples mais travailleurs, m'ont enseigné l'honnêteté, le respect et l'importance de tenir parole avant toute autre chose. Ils disaient toujours, une bonne réputation ça vaut plus que l'or, ma fille. Et cette idée je l'ai gardée au fond de moi comme un trésor, elle a guidé chacun de mes pas et chacune de mes décisions. On n'avait pas beaucoup, mais on avait des principes inébranlables, et ça, était notre vraie richesse, le socle de mon identité. Très jeune, j'ai choisi la comptabilité, un métier où la rigueur est reine, et où chaque chiffre compte. J'aimais cette logique implacable, cette nécessité de précision. Ça m'a appris à être méticuleuse, à ne rien laisser au hasard, à anticiper les erreurs avant qu'elles ne se produisent. Je passais des heures à vérifier chaque ligne, chaque détail, et cette attention, elle m'a servi bien au-delà de mon travail de bureau. Je n'étais pas du genre à me vanter de mes compétences, je préférais œuvrer dans l'ombre, avec discrétion, mais je savais que cette capacité à tout analyser était une force, une sorte de bouclier invisible qui me protégeait et me permettait de comprendre le monde autour de moi. Puis est arrivé Jacques, mon défunt mari. Un homme bon, un véritable bâtisseur dans l'âme, avec les pieds sur terre et un cœur immense. Ensemble, on a eu un rêve simple, mais puissant. Construire une vie confortable, sans extravagance, mais pleine de sens et de bonheur partagé. Chaque sou économisé, chaque heure supplémentaire passée au travail, était pour nous, pour notre avenir commun. On a traversé des moments difficiles, comme tout le monde en connaît, mais on s'est toujours serré les coudes, main dans la main. Était ça, notre force. Une loyauté indéfectible, et la certitude que, à deux, on pouvait tout surmonter. Il m'a appris la résilience, la force tranquille face aux épreuves. Et puis, il y a eu Chloé, ma fille unique. Quand je l'ai tenue dans mes bras pour la première fois, j'ai su que ma vie avait un nouveau sens, une dimension que je n'avais jamais imaginée. Je l'ai élevée avec un amour inconditionnel, une confiance aveugle, comme seule une mère peut en ressentir pour son enfant. Je voulais lui donner tout ce que je n'avais pas eu, mais surtout, je voulais lui transmettre des valeurs solides, l'importance de l'intégrité. Je rêvais qu'elle soit heureuse, qu'elle réussisse dans la vie, et qu'elle sache apprécier le fruit du travail et des efforts. Elle était ma joie, ma fierté la plus grande, le prolongement de tout ce que Jacques et moi avions construit avec tant de dévotion. Notre maison n'était pas simplement 4 murs et un toit que Chloé convoitait. Était le cœur battant de notre famille, un véritable sanctuaire de souvenirs. Chaque recoin était imprégné d'histoire. Les rires de Chloé enfant résonnant dans le salon, les repas du dimanche autour de la grande table, les discussions tardives avec Jacques près de la cheminée. Était là que j'avais vu grandir ma fille, que j'avais partagé tant de moments précieux qui façonnaient notre existence. Était pas juste un bien immobilier de 450 000 € sur le marché. Était un trésor inestimable, le symbole tangible de notre histoire, de nos efforts conjoints, de notre amour indéfectible. L'idée même de le perdre, me déchirait le cœur en 1000 morceaux. Mes 400 000 € d'économie, était pas simplement un chiffre abstrait sur un compte bancaire. Était le résultat de décennies de sacrifices, de choix parfois difficiles, d'une prudence à toute épreuve. Je n'ai jamais été dépensière, préférant toujours la sécurité à l'ostentation, l'assurance d'un lendemain tranquille habile, éphémère plaisir matériel. Cet argent était ma liberté, ma dignité pour mes vieux jours, et surtout, ce que je destinais à l'avenir de Chloé, pour qu'elle puisse se lancer dans la vie sans les mêmes difficultés que nous avions rencontrées. Était le fruit de ma diligence, une preuve que l'on peut, à force de travail et de persévérance, bâtir quelque chose de solide, pierre par pierre, pour soi,
et pour ceux qu'on aime. Je lui avais fait confiance, une confiance absolue, aveugle même, comme seule une mère peut en accorder à son enfant. J'avais toujours cru en elle, en sa bonté, en notre lien indéfectible de mère et fille. Je l'avais aidée, soutenue dans ses projets, parfois même quand j'avais des doutes, car l'amour maternel dépasse souvent la raison. C. était ma fille. Après tout. Je l'imaginais prendre un jour la relève. Gérer cet héritage avec la même sagesse, avec le même respect pour tout ce qu'il représentait. Et surtout, pour les valeurs qu'il incarnait. Je voyais une relation basée sur l'amour, le soutien mutuel, et une famille unie. Cette vision était le pilier même de mon existence, mon ancrage. Avant ce jour de trahison insoutenable, ma vie était paisible, remplie de petites routines réconfortantes, et de moments simples mais précieux. Je prenais soin de mon jardin avec passion, lisais des romans d'aventure, et rendais régulièrement visite à mes amis de longue date, avec qui je partageais des souvenirs et des rires. J était une femme âgée, oui, mais une femme sereine, avec la profonde satisfaction d'avoir bien mené sa barque, sans jamais faire de tort à personne. Je n'avais pas d'ennemis, pas de regrets majeurs, juste cette douce attente d'une vieillesse tranquille, entourée de l'amour et de l'affection de ma fille. Mon monde était petit, mais il était sûr, bien ordonné, et je le croyais à l'abri des tempêtes humaines. Et puis, tout s'est effondré avec la violence d'un. Le choc immédiat de la tentative de Chloé de tout me dérober m'avait laissé comme anesthésié. L'intervention d'Antoine, ce jeune homme si bienveillant à la banque, avait certes sauvé mes économies et ma maison pour l'instant, mais elle n'avait pas pu sauver mon cœur. La blessure était ouverte, béante. Comment ma propre chair et mon propre sang avaient-ils pu faire cela ? Était une trahison si profonde, si absolument dévastatrice, que j'en ressentais un contre-coup physique. Mon monde, qui avait toujours semblé si stable et prévisible, tournait soudainement, sombre et désorientant. La confiance que j'avais placée en Chloé, cet amour inconditionnel qu'une mère porte à son enfant, était réduite en 1000 morceaux. Il ne s'agissait plus seulement de l'argent ou de la maison, il s'agissait du lien sacré entre nous. Comment aurais-je pu la regarder de la même manière après cela ? Comment aurais-je pu faire confiance à qui que ce soit d'autre après une telle épreuve ? Chaque souvenir, chaque rire partagé, chaque moment tendre de son enfance, était désormais entaché par cette vérité amère et cruelle. Était une douleur lancinante, constante, bien pire que n'importe quel mal physique. Au-delà de la douleur, une honte profonde et brûlante m'envahissait. Moi, Geneviève Lefebvre, j'avais été si naïve, si aveugle. Penser que je l'avais élevée, aimée, tout lui avait donné, pour qu'elle ne me voie que comme un obstacle, une cible à abattre. La pensée de ce qu'Antoine, l'employé de banque, avait pu penser, ou ce que d'autres pourraient penser s'ils venaient à savoir, me faisait rougir. Était une humiliation si personnelle, si intime, qu'elle me paraissait violer mon âme même, me laissant exposée et vulnérable. Après ce jour-là, un silence terrible s'est abattu sur ma vie. Le monde me semblait soudainement vide, dénué de chaleur. Je me suis retrouvée isolée, pas seulement physiquement dans ma grande maison, désormais trop silencieuse, mais émotionnellement. Comment pouvais-je me confier à mes amis, à mes voisins, sur ce que ma propre fille avait fait ? Les mots restaient coincés dans ma gorge, trop douloureux, trop honteux pour être prononcés. Étais à la dérive, coupée des personnes qui auraient pu m'offrir du réconfort, prisonnière de mon propre tourment. Chloé, bien sûr, n'a pas perdu de temps. Furieuse d'avoir été déjouée à la banque, elle a lancé sa propre offensive, une campagne insidieuse et bien orchestrée. Elle ne pouvait plus s'attaquer directement à mes biens, alors elle s'est attaquée à ma réputation, à mon esprit. Était sa manière de reprendre le contrôle, de me punir d'avoir osé résister à son plan machiavélique. Sa vengeance a commencé par des mots, des murmures, des mensonges savamment distillés. Elle a commencé à colporter des rumeurs, d'abord subtilement, puis avec une audace croissante, auprès de nos amis communs, et des connaissances du quartier. Maman perd un peu la tête, vous savez, disait-elle avec une fausse tristesse calculée. Elle devient un peu excentrique, paranoïaque même. Je suis tellement inquiète pour elle. Ces mots, prononcés avec une douce compassion, étaient des coups de poignard silencieux, empoisonnant les esprits autour de moi, sans que personne ne s'en aperçoive. Mes voisins, que je connaissais depuis des décennies, ont commencé à me regarder différemment. Leur sourire était moins franc, leur conversation plus courte. Certains évitaient mon regard, d'autres chuchotaient quand je passais, comme si était devenu un sujet de commérage. Je pouvais sentir le doute, la méfiance, flotter dans l'air, une atmosphère pesante. Chloé avait réussi à semer la discorde, à faire en sorte que personne ne croie ma version des faits, même si je n'osais pas la raconter. Était une solitude écrasante. Le plus douloureux, était
être traitée comme une vieille femme sénile, incapable de jugement. Chaque oubli anodin, chaque hésitation dans une conversation, était interprétée comme une preuve irréfutable de ma dégénérescence. Chloé utilisait mon âge contre moi, transformant chaque signe normal de vieillissement en un argument pour sa narrative. C était une humiliation constante, une attaque insidieuse contre mon intellect, contre la personne lucide et organisée que j'avais toujours été. Un jour au supermarché, une de mes vieilles amies, Madame Dubois, m'a croisée. D'habitude, nous nous arrêtions pour bavarder longuement, échanger des nouvelles de nos familles. Ce jour-là, elle a baissé les yeux, a marmonné un rapide « Bonjour Geneviève » et a accéléré le pas, comme si J était contagieuse ou une source de gêne. Ce petit moment, anodin pour d'autres, m'a transpercé le cœur. C était une défaite symbolique, une preuve que la campagne de Chloé portait ses fruits, me coupant de mon propre monde. Je me sentais comme un échec cuisant. J'avais passé ma vie à construire, à protéger, à aimer, et voilà que tout écroulait. Non pas à cause d'une catastrophe naturelle ou d'une maladie inévitable, mais à cause de la personne que j'avais le plus aimée. C était une ironie cruelle et amère. Comment pouvais-je me regarder dans le miroir en sachant que ma propre fille me voyait comme une cible facile, une faiblesse à exploiter pour son propre profit? Le poids de cette pensée était insoutenable. Pendant ce temps, Chloé, elle, continuait sa vie, l'air innocent, presque victorieux. Elle postait des photos sur les réseaux sociaux, souriante, comme si rien ne était passé, comme si elle était la victime. Elle jouait la fille dévouée, préoccupée par sa pauvre mère qui ne va pas très bien. La voir ainsi, si sereine en apparence, tandis que mon monde s'effondrait sous ses coups, était une torture silencieuse. Elle semblait prospérer sur ma douleur, une image glaçante de cynisme. Jour après jour, cette situation rongeait mon estime de moi, comme un acide lent. La Geneviève forte, indépendante, qui avait traversé tant d'épreuves de la vie, se sentait diminuée, presque invisible aux yeux des autres et aux miens. Les miroirs me renvoyaient l'image d'une femme brisée, fatiguée, les yeux pleins d'une tristesse que je ne pouvais plus cacher. C était une lente érosion de mon identité, de tout ce que j'avais cru être. Je ne me reconnaissais plus, et C était terrifiant. Mais sous cette façade de douleur et d'isolement, quelque chose d'autre commençait à bouillonner. Une colère froide, profonde, qui ne demandait qu'à éclater. Ce haine n'était pas la rage impétueuse et destructrice, celle qui fait commettre des erreurs, mais une colère contenue, nourrie par l'injustice et la trahison. Elle s'installait au fond de mon ventre. Un feu lent qui me rappelait que je n'étais pas encore complètement vaincu, que la flamme de la résistance n'était pas éteinte. Cette colère était intrinsèquement liée à un désir ardent de justice, un besoin viscéral. Ce n'était pas seulement une soif de vengeance personnelle, bien que la douleur fût immense et légitime. Non, était le besoin profond de rétablir l'équilibre. De prouver que l'honnêteté et l'intégrité avaient encore un sens dans ce monde. C était pour toutes les personnes âgées vulnérables, pour tous ceux qui avaient été manipulés et abusés. Ma lutte devenait plus grande que moi-même, un combat pour un principe. Au fond de ce gouffre émotionnel, au plus bas de ma chute, une petite graine de détermination a commencé à germer. Au début, C était à peine perceptible, un murmure lointain dans mon esprit. Mais chaque fois que Chloé me dénigrait, chaque fois que je sentais le regard fuyant d'un voisin ou le silence pesant d'une amie, ce murmure devenait un peu plus fort, un peu plus clair. Je ne pouvais pas rester là, à me laisser consumer par la tristesse et la honte. Je devais me battre. Je me suis souvenu de la jeune comptable que j'avais été, de ma rigueur, de mon attention aux détails, de ma capacité à anticiper. Je me suis remémoré la femme qui avait bâti une vie avec Jacques, pierre après pierre, avec une persévérance inébranlable. Cette force n'avait pas disparu, elle était juste endormie, recouverte par le chagrin. Je pouvais la sentir éveillée lentement en moi, comme un vieil instinct qui reprend le dessus. Chloé avait sous-estimé la Geneviève sous la carapace de la vieille femme. Et puis, il y avait Antoine Moreau, ce jeune homme de la banque, avec son regard bienveillant et sa boussole morale, qui avait cru en moi ce jour-là. Son geste discret, son intervention rapide, avait été un rayon de lumière dans l'obscurité la plus totale. Je savais que je n'étais pas totalement seul, qu'il y avait au moins une personne qui avait vu la vérité, qui n'avait pas jugé ma fragilité mais ma détresse. Son souvenir était un petit réconfort, une lueur d'espoir sur laquelle je pouvais m'appuyer. Alors petit à petit la résolution s'est installée en moi, avec une froideur presque clinique. Ce était ce que Chloé ignorait, ce qu'elle n'aurait jamais pu imaginer dans sa suffisance,
c'est que ma plus grande force ne résidait pas dans mes économies ou ma maison, mais dans mon esprit, vif et analytique. Elle me voyait comme une vieille femme, fragile, facilement manipulable, mais elle oubliait que des années passées à décortiquer des chiffres, à traquer la moindre erreur dans des bilans complexes, avaient affûté mon intellect de manière implacable. Ma discrétion N était pas de la faiblesse, C était une méthode, une manière d'observer sans être vue, d'accumuler des informations sans éveiller les soupçons. Ce qu'elle prenait pour de la naïveté était en réalité une attention constante, une écoute active et une mémoire éléphant pour les détails. Elle pensait que Jecht était une proie facile, mais elle avait en face d'elle une comptable à la retraite dont l'esprit n'avait rien perdu de sa vivacité. À l'insu de tous, et surtout de ma fille, j'avais toujours tenu des registres impeccables, pas seulement de mes propres finances, mais aussi, plus subtilement, de certains aspects de la vie de Chloé. Je parlais de ses difficultés financières passées, de ces moments où elle demandait de l'aide, de ses transactions parfois un peu louches, et de ses tendances manipulatrices, qui affleuraient déjà. Ces notes, griffonnées au fil des ans dans de vieux carnets, des petits cahiers que je rangeais soigneusement, étaient comme une carte détaillée de ses faiblesses, de ses mensonges, de ses ambitions démesurées. Je ne l'avais jamais fait avec une intention malveillante, juste par habitude de comptable, une manière de suivre les événements, de comprendre les schémas. Ces dossiers N n'étaient pas des preuves légales à proprement parler au début, mais ils contenaient des pistes, des dates, des noms, des montants, qui, mis bout à bout, racontaient une histoire bien plus sombre que celle qu'elle présentait. Ils montraient une Chloé opportuniste, toujours à la recherche du gain facile, prête à tordre la vérité pour arriver à ses fins. J'avais documenté sans le savoir les fondations de sa personnalité, les racines de sa cupidité. Cette connaissance intime de ses failles, de ses motivations profondes, allait devenir mon avantage le plus précieux, bien plus puissant que n'importe quelle somme d'argent. Elle pensait que j'avais tout oublié, que mes souvenirs étaient flous, mais chaque ligne de ses carnets était gravée dans ma mémoire. Chloé était aveuglée par son arrogance. Elle me voyait comme une personne âgée dépassée par le monde moderne, incapable de comprendre la complexité de ses manœuvres. Elle ne soupçonnait pas un instant que sous mon apparence calme, sous mes airs parfois distraits, se cachait une femme qui avait toujours géré sa vie et ses affaires avec une précision d'orfèvre. Elle riait intérieurement de ma faiblesse apparente, de ma supposée incapacité à riposter. C'est cette sous-estimation de sa part, cette certitude qu'elle avait le dessus, qui allait devenir sa plus grande erreur, l'angle mort de son plan machiavélique. Elle était trompée de cible, pensant qu'une mère n'oserait jamais se dresser contre sa propre chair. Ces informations patiemment collectées au fil des ans, combinées à ma connaissance intime de ses ambitions et de ses faiblesses, allaient constituer mon arme secrète. Ce N était pas juste des papiers, C était un trésor de renseignements, une sorte de manuel d'utilisation de Chloé, détaillant ses mécanismes, ses réactions prévisibles. Je savais ce qui la motivait, ce qui la mettait en colère, ce qui la rendait vulnérable. Ce dossier était la clé, le plan de bataille pour contrer ses attaques, et, si nécessaire, pour la faire tomber. Il ne s'agissait pas de la détruire sans raison, mais de rétablir une justice que son cœur avait oubliée, de lui faire payer le prix de sa trahison. Et puis il y avait Antoine Moreau. Ce jeune employé de banque, dont le regard bienveillant m'avait rassuré ce jour-là, était devenu un allié inattendu, une bouée de sauvetage dans ma détresse. Son intégrité, sa boussole morale, avait été ravivée par la note que je lui avais glissée. Il avait vu au-delà de l'image que Chloé tentait de projeter, il avait senti ma détresse et avait agi. Ce N n'était pas un simple employé. C était un homme avec des principes, ému par mon sort, et sa présence à mes côtés allait changer la donne. Il était mon premier soutien concret, une preuve que la bonté existait encore, même au milieu de la trahison. Antoine est allé bien au-delà de son devoir. Il m'a offert des conseils précieux, m'expliquant les rouages complexes du système légal, les délais, les démarches. Il m'a mis en contact avec des avocats spécialisés dans les affaires d'abus de faiblesse. Des personnes que je n'aurais jamais pu trouver seule, ou que je n'aurais pas osé approcher. Sa jeunesse, son réseau professionnel, sa compréhension des dynamiques bancaires et juridiques, était un atout incroyable. Il était mes yeux et mes oreilles dans un monde que je ne maîtrisais plus totalement, un guide dans cette jungle administrative et légale. Il m'a donné les moyens de transformer ma colère en action, ma détresse en stratégie. Chloé ne pouvait pas concevoir que ma fragilité apparente cachait une telle force mentale, une telle capacité d'organisation. Elle était tellement convaincue de sa supériorité, de son intelligence à me manipuler, qu'elle n'a jamais envisagé que je puisse avoir des ressources cachées, des atouts insoupçonnés. Pour elle, était une femme âgée, à la merci de ses caprices, un obstacle à écarter. Elle n'avait pas vu la Geneviève comptable, la Geneviève mère de famille,
qui avait tout bâti à la force de son travail et de son esprit. Son erreur était de juger le livre à sa couverture, sans se douter de la richesse des chapitres intérieurs. Ce N était plus seulement une question de me défendre mais de reprendre le contrôle, de renverser la vapeur. Grâce à mes dossiers et à l'aide précieuse d'Antoine, je savais que j'avais les moyens de changer la donne. Ce N était plus une lutte inégale, où J était la victime, mais une partie D, échec où chaque coup de l'adversaire pouvait être anticipé, analysé, et contré. La conviction que je pouvais riposter, que j'avais les outils pour le faire, a allumé une étincelle en moi. La vengeance N était plus une idée lointaine, mais une stratégie concrète, inévitable. Alors une détermination froide et implacable s'est installée en moi. Je N était plus la Geneviève effrayée et humiliée de ce jour à la banque. J était une femme qui avait été trahie, mais qui avait trouvé les ressources, en elle-même et autour d'elle, pour se battre. Chloé avait réveillé le lion qui sommeillait en moi, la vieille comptable méticuleuse et la mère protectrice. Elle avait sous-estimé la puissance de mon esprit, la profondeur de ma mémoire et la force de ma colère contenue. Le jeu était loin d'être terminé, et cette fois, c'est moi qui allais mener la danse, avec une précision chirurgicale et une justice implacable. Pendant tout ce temps, je suis restée dans mon rôle, celui de la mère âgée, et un peu dépassée. Je laissais Chloé croire qu'elle avait gagné la bataille de l'opinion publique, qu'elle m'avait isolée et affaiblie. C était une façade. Bien sûr, une ruse nécessaire pour qu'elle baisse sa garde. En secret, avec l'aide précieuse d'Antoine, le jeune homme de la banque, je rassemblais et organisais méticuleusement toutes les preuves que j'avais accumulées au fil des ans. Chaque note, chaque date, chaque détail des manigances de Chloé, était mise en ordre, comme les pièces d'un puzzle complexe. Antoine, lui, m'expliquait patiemment les arcanes du système légal, les lois sur l'abus de faiblesse et la fraude, transformant ma colère en une stratégie froide et calculée. Mon plan était simple, mais diabolique. Il fallait appâter Chloé avec ce qu'elle désirait le plus, l'argent. J'ai commencé à laisser entendre, avec une fausse discrétion, que j'avais récemment retrouvé un vieil investissement, une somme de 150 000 €. Et que, dans ma confusion, j'avais décidé de le léguer à une association locale d'aide aux personnes âgées. Ce N était pas un mensonge total, car j'avais bien cette somme de côté, mais son destin était une fiction. Je savais que cette information, savamment distillée, agirait comme un puissant aimant sur sa cupidité insatiable. C était le grain de sable que j'allais jeter dans les rouages de son avidité, la forçant à se dévoiler encore plus. Comme je m'y attendais, Chloé a mordu à l'hameçon. La perspective de voir une telle somme lui échapper, d'aller à une œuvre de bienfaisance plutôt que dans sa poche, l'a rendue folle de rage, mais surtout d'ambition. Elle a intensifié ses efforts pour prouver mon incompétence, ma sénilité. Elle multipliait les démarches, les rendez-vous avec des notaires et des pseudo-experts, tentant de me faire déclarer incapable de gérer mes biens. Chaque nouvelle tentative, chaque manœuvre juridique était pour moi une nouvelle preuve de sa perfidie. Une ligne de plus dans mon dossier, que je documentais avec une précision chirurgicale. Elle creusait elle-même sa propre tombe, persuadée de ma faiblesse. Le coup de maître est arrivé lorsque, toujours par l'intermédiaire d'Antoine, j'ai orchestré un forum public. Il était déguisé en une simple réunion communautaire sur l'aide aux personnes âgées, un événement bien intentionné en apparence, mais dont le but réel était tout autre. J'avais annoncé que ce serait l'occasion de clarifier mes intentions concernant mon Nouveau Testament, et de rassurer tout le monde sur ma capacité à prendre mes décisions. C était l'endroit parfait, le piège idéal pour que Chloé se jette elle-même dans la gueule du loup, sous les yeux de tous, sans pouvoir se dérober. Chloé, bien sûr, était la première à arriver, son sourire forcé, masquant à peine son impatience. Elle était là, confiante en sa capacité à me discréditer publiquement, armée de ses arguments fallacieux, et de son air de victime incomprise. Elle pensait que j'allais me ridiculiser, que je serais incapable de tenir tête devant un public. LS était préparée à contester ouvertement mon état mental, à prouver que J était inapte à gérer mon argent, et surtout, à prendre des décisions concernant ces fameux 150 000 €. Elle ne savait pas que chaque mot qu'elle avait prononcé, chaque action qu'elle avait entreprise, était un clou de plus dans son propre cercueil. Le rideau allait se lever, et le spectacle de sa chute était sur le point de commencer.